Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, comme vous le constatez, ce soir, j'ai un invité, Michel Patterson. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Alors, Michel va nous parler de son œuvre, de son travail d'écrivain, de traducteur et de psychanalyste. Mais pour commencer, on va y aller avec ton travail de traducteur. Car j'ai cru comprendre que c'est par la traduction que tu es venu à la littérature. Et je vais également te laisser le soin de montrer à notre auditoire quelques-uns des livres que tu as traduits. Alors, si tu veux bien commencer avec celui-là. Voilà. Alors, voici la traduction de non pas de Baixo-Calan et le titre en portugais de Gros mots. C'est une co-traduction, c'est-à-dire que nous avons fait ce travail à deux. Un ami brésilien, spécialiste de traduction, et moi-même. Donc, c'est un travail qui a duré au moins une année, donc un travail assez complexe, comme l'est tout travail de traduction, mais s'agissant de Ducharme, vous aurez compris que sa langue est évidemment complexe à rendre. Il faut en fait inventer le ducharmien en portugais. On ne traduit jamais d'une langue vers une autre, mais d'un idiome vers une autre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. J'ai cru voir, une seconde, Michel, oui. Tu permets, j'ai cru voir également que ça avait été imprimé au Brésil. Oui, voilà. Est-ce que c'est le premier ouvrage de Ducharme traduit en portugais? Effectivement, c'est le premier ouvrage de Ducharme traduit en portugais qui a été publié par les éditions Station Liberdade, Station de la Liberté, si je traduisais en français. Le directeur de la maison est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la diffusion, à la publication, à la diffusion de textes comme ça, peu connus en Amérique latine, mais que lui considère comme ayant marqué certaines littératures nationales, pour aller vite. Et effectivement, Ducharme a été le premier... ce texte, donc Gros mots, a été le premier livre de Ducharme traduit en portugais. Il y a déjà eu d'autres traductions d'auteurs canadiens, québécois en portugais. Question un peu bête. Pourquoi ne pas avoir traduit son plus célèbre, La vallée des avalées? Parce qu'au moment où nous avions décidé de traduire Ducharme, c'était une commande à l'origine, La vallée des avalées était déjà en cours de traduction. Il n'a jamais été publié, mais il existe une traduction en portugais qui paraîtra peut-être un jour, mais il y a l'hiver de force aussi, il y a eu des tentatives de traduction. Il y a la fille de Christophe Colomb aussi, il y a des ébauches qui existent, mais la fille de Christophe Colomb, qui est son œuvre en vers. En vers, c'est ça, un roman versifié. Un roman versifié. Oui, voilà. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé au Brésil en 1994 pour y séjourner durant 5 ans, j'avais été membre d'un jury. La première fois où j'ai été membre d'un jury au Brésil, c'était précisément sur une maîtrise qui proposait la traduction de La vallée des avalées. Donc, déjà, Ducharme était dans le collimateur, était dans l'air. Ouais. Tu as été professeur, hein? Tu as été professeur au Brésil. Là, oui. Je bouscule un petit peu notre ordre de questions tel que convenu avant l'enregistrement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre caméraman et notre monteur, Michel Bellil, qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute également. En sirotant un grand marnier. Oui. D'accord. Et donc, tu as été professeur au Brésil pendant combien d'années? Pendant 5 années. Oui. J'ai été professeur de littérature comparée et de littérature francophone.
Ce qui nous amène à Francis Ponge. Ce qui nous amène à Francis Ponge, effectivement, la traduction de la table à mesa en portugais. Le terme mesa, qui veut dire table, existe en français aussi dans le mot, par exemple, commensal. Mais, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une traduction, en fait, c'est plus qu'une traduction. C'est une transcription originale des feuillets de la table. Il existait déjà 4 transcriptions différentes. Une qui avait été proposée par Bernard Beugnaud aux Éditions du Silence et qui était d'ailleurs en fait la deuxième version parce qu'il y avait une première version qui avait été publiée par la revue Études françaises. Francis Ponge avait confié une liasse de manuscrits à Bernard Beugnaud qui les avait ordonnés, préparés pour publication. D'ailleurs, Bernard Beugnaud, qui est celui qui a dirigé l'édition des œuvres complètes de Ponge dans la Pléiade. Voilà. Je dois dire ici, je dois saluer Bernard Beugnaud parce que ça a été un de mes premiers professeurs à l'université. C'est lui qui m'a introduit à Ponge et à plusieurs autres auteurs. Il a aussi, comme plusieurs le savent, été responsable de l'édition des œuvres du Baraquin. Oui. Donc, vraiment un intellectuel de haute stature. Il a fait aussi l'édition critique de Jean Anouilh dans la Pléiade. Voilà. Et donc, ça a été un de mes premiers maîtres, hein, avec quelques autres, mais j'avais travaillé avec lui à l'édition critique des entretiens d'Ariste et d'Eugène, parce que, comme le savent les gens qui ont connu Bernard Beugnaud, c'est un 17e-iste. Oui. Et donc, Ponge étant évidemment un disciple de Malherbe, ça devenait presque logique d'une certaine façon que Bernard Beugnaud s'intéresse à Francis Ponge. Donc, pourquoi je disais ça, c'est qu'il y a donc effectivement ces 2 versions qui existaient, celle d'études françaises, ensuite celle des Éditions du Silence. Il y a eu ensuite une autre version un peu différente qui a été publiée par Gallimard dans La Blanche. Oui. Et il y a également, évidemment, qui présente peu de variantes, mais l'édition de la Pléiade. Alors, l'édition qu'on présente ici n'est pas la traduction qu'on présente ici n'est pas simplement une reprise d'une des éditions déjà disponibles. C'est une transcription que nous avons faite, oui. Ignacio Antonio Nez, co-traducteur, et moi. Donc, il y a des variantes, ce qui fait que même la version française, la transcription française, est en soi une 5e version, en réalité, du texte. Il y a aussi, évidemment... Et cette 5e version-là, oui. Est-ce que Ponge a pu jeter un coup d'œil là-dessus? Non, Ponge était décédé décédé à ce moment-là. Nous avions eu l'autorisation, évidemment, d'Odette Ponge. Je comprends. Et donc, il y a aussi de longues introductions, il y a un appareil de notes, etc. Donc, le livre est magnifique, hein? Oui, je vais le remonter à l'écran parce qu'aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un texte en miroir. Vous avez à la fois d'un côté la version originale et de l'autre côté la traduction en portugais. Oui. Et pour moi, ça m'apparaît toujours important quand on peut avoir accès aux deux versions en miroir. Oui. Ce qui nous amène à parler d'un autre auteur. Là, tu as traduit un commentaire, hein, si je ne m'abuse, de Derrida. En fait, c'est un... Comment dire? Dans ce livre-là, donc, au Olho da Universidade, qui est un texte qui n'existe pas, c'est un livre qui n'existe pas comme tel en français, L'œil de l'université. Mais L'œil de l'université est une conférence qui avait été donnée par Derrida sur la question de l'université. Et il y a aussi le texte Moschlos, qui est un autre texte concernant la question de l'université. En 2 phrases, oui. Ou 3, ou 4, ou 12, que nous dit Derrida sur l'université dans ce livre-là? Bien, que nous dit Derrida? Il nous dit essentiellement 2 choses extrêmement importantes. Reprenant l'histoire de l'université, évidemment, il parle des universités aux États-Unis, Cornell, etc. Ce qu'il met en question, c'est les frontières de l'université, c'est-à-dire le rapport entre le repli sur soi de l'institution universitaire versus
la place de l'université dans le débat social, politique. Donc ça, c'est une dimension importante. Quelles sont les frontières, le dehors et le dedans de l'université? C'est-à-dire, comme Derrida le fait souvent, est-ce qu'il y a vraiment un dedans et un dehors? Est-ce que les deux ne s'interpénètrent pas dans une sorte d'invagination où l'intérieur et l'extérieur se nourrissent l'un l'autre? Donc, en fait, c'est déjà la question de la frontière. Et donc, c'est la question de la circulation du savoir, la question de la marchandisation du savoir, la question de la place de la philosophie dans l'organisation de l'université. Il en réfère évidemment à un grand texte que connaissent les spécialistes de Derrida et les spécialistes de la question de l'université, à savoir le texte de Kant sur le conflit des facultés. Donc, comment les facultés sont en tension les unes avec les autres, non pas simplement dans un versant agonique ou dans un versant d'opposition, mais dans la dimension de l'échange, dans la dimension de la discussion, et ce conflit-là est en fait fondateur du principe même de l'université. Bon, évidemment, je résume à très grands traits, c'est presque un peu caricatural, mais tout de même, l'université a des rapports avec l'économique, c'est des choses qu'on a vues pendant le printemps 2012, évidemment. Donc, c'est un texte très, très, très actuel. Et Derrida se pose la question de, finalement, qui est une question un peu, d'une certaine façon, qui renvoie à Lyotard. Qu'en est-il du savoir dans les sociétés occidentales? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces questions-là? Bref, c'est un faisceau de questions extrêmement important. Mais j'insiste, je pense que la dimension fondamentale, c'est la question de la frontière, en fait, interminable de l'université, de l'extension de l'université, du dépliement de l'université, bon, etc. Alors, le livre a été construit, en fait, autour d'une leçon inaugurale que j'avais donnée. Je crois que c'est en 94, il faudrait moi-même que je revoie, à l'université, à la Fondation universitaire du Rio Grande au Brésil, donc dans le sud du Brésil, où la question de cette leçon inaugurale, en fait la question qui m'avait été posée, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de l'université, et fait qui, moi, m'apparaissait extrêmement intéressant, c'est que la commande était venue d'une commission à l'intérieur de l'université qui avait pour nom la commission de la qualité totale. Qualité totale. Oui, voilà. On est bien dans les années, hein? Oui, on voilà. connaît bien l'esprit. Voilà. Et Lyotard avait déjà écrit, évidemment, son fameux texte sur la question du postmoderne, sur la question de qu'en est-il du savoir dans les sociétés occidentales, la chute des grands métarécits, etc., etc. Donc, le long texte d'introduction que j'avais donc écrit, qui fait quelque chose comme 80 pages, était une introduction, en fait, à ces deux textes, qui était une déconstruction de la question posée par la Commission de la qualité totale. Qu'est-ce que c'est que la qualité totale du savoir? On aura compris que c'est toute la question, évidemment, de la marchandisation du savoir, et bon, etc. Voilà. Donc, il y a cette introduction et la traduction de ces deux textes pour la première fois au Brésil. Mais on était à une époque, et c'est encore un peu le cas, où Derrida était assez connu au Brésil, où il y allait, si ma mémoire est bonne, relativement souvent, et son œuvre commençait à être amplement diffusée. Donc c'est un peu dans cette foulée-là que nous avions traduit ce texte, qui a été publié d'ailleurs au lieu de l'Université d'Alger par le même éditeur que Régent Ducharme. Tu vois, Michel, on va conclure ici le premier volet de notre entretien. Déjà. Oui, et le deuxième va porter sur ton travail de psychanalyste. Oui.